Mes chers amis, bien bonjour. Plusieurs personnages dans la mythologie grecque ont porté le nom d'Éole, un roi de Thessalie, un dieu des vents et un enfant de le dieu Poséidon. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir justement un des trois protagonistes ayant porté le prénom Éole, à savoir le dieu des vents, dont on sait au final très peu de choses à part ce qu'on connaît de lui dans l'Odyssée avec Ulysse, mais surtout qui est très peu représenté dans la culture populaire que nous connaissons. Comme pour beaucoup de divinités, on attribue plusieurs parents à Éole. Selon les versions, Éole est le fils soit de Zeus, soit de Poséidon, ou encore le fils d'Hypothèse et de Mélanippe. Dans la religion grecque, il est considéré comme étant une divinité relativement mineure. Maître des vents, il confectionne, libère ou encore emprisonne à sa guise ces derniers. Ce don lui a été donné selon certaines versions par Zeus, le seigneur des dieux, ou encore par Poséidon. Dans les textes, il est décrit comme étant un homme relativement équitable dans ses choix, un excellent hôte et faisant preuve d'une très grande générosité. Il est également connu aussi comme étant un très bon marin et c'est à lui notamment que l'on devrait l'usage de la voile dans les bateaux comme on peut voir aujourd'hui. Du haut de sa citadelle, selon les textes, on lui attribue plusieurs lieux de résidence. Selon Solin, cette citadelle se nommerait Strongyle, on verra qu'il y a plusieurs dénominations, et selon certains autres auteurs, ce fameux lieu de résidence serait lié à l'Italie, notamment à la région de la Métaponte qui est le bas en fait de la botte italienne pour vous situer rapidement. Et ensuite, on estime aussi que ces îles sont des îles notamment flottantes que l'on appelle Éolia, où il aurait fondé une cité, ou du moins de ce qu'on pourrait en comprendre, une cité du nom de Lipara ou Liparos ou Liparis selon les versions que vous allez consulter. Toutefois, si on regarde un petit peu ces versions, le nom de Lipara serait soit le nom d'une cité comme je viens de vous le dire, soit le nom de ces fameuses îles. Donc plusieurs hypothèses pour le nom de ces îles et plusieurs, on va dire, pistes à explorer pour savoir qui est quoi. Toutefois, Éole a également une épouse, Cyrannée ou Amphithéa selon les versions, avec qui il aurait eu 12 enfants, 6 filles et 6 fils. Les 6 fils se nomment Agathrinos, Androclès, Astyochos ou Astyochos selon, on va dire, les orthographes et les versions que vous allez trouver, Iaxtos ou Jokastos selon les versions encore une fois que vous allez consulter, Xioctos ou encore Phéraïmon ou Phéraïmon selon, encore une fois, les versions que vous allez consulter. Quant aux filles, on peut noter 2 prénoms, notamment Diorée et Polyméa pour les filles, mais sachez qu'il y a encore 4 autres sœurs qui suivent. Et ces enfants font le plus grand bonheur de leur père, puisque ce dernier leur accorde le privilège de faire la fête pour bon lui semble à leur plus grand plaisir, et il les autorise à se marier entre eux. Donc c'est le mythe et les récits qui nous racontent ça. Dans les sources, il y a très peu de mentions du dieu des vents, mais toutefois on peut dégager 2 sources principales, à la fois chez les Grecs et chez les Romains. La première est l'une des sources les plus anciennes de la littérature grecque, à savoir l'Odyssée d'Homère. En effet, dans son périple pour rentrer à Ithaque, Ulysse est reçu en grande pompe, en grande fête par le dieu Éole. Ce dernier est tellement ému et aussi désemparé de la détresse du héros, enfin, du moins du navigateur, que le dieu décide de lui donner un coup de main. Selon les versions, le dieu lui offre une ou plusieurs outres contenant plusieurs vents dont l'une d'elles serait un vent favorable à la navigation, mais toutes les autres sont des petits pièges un peu cachés. Toutefois, le dieu, en confiant ces outres, ou cette outre selon les versions, fait promettre à Ulysse de ne jamais regarder justement au fond de ces fameux récipients sous peine peut-être d'avoir des mauvaises surprises. Toutefois, donc une nuit tombée, quand le navigateur est en train de dormir, ses compagnons, par curiosité ou par cupidité, ne peuvent s'empêcher d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces récipients, espérant y trouver soit du vin, soit de l'or. Malheureusement, ils ne trouvent rien de tout ça et libèrent les vents emprisonnés par Éole dans ces fameuses outres, libérant ainsi des tempêtes qui les renvoient, alors selon les versions, soit vers les îles d'Éole, les îles éoliennes, soit vers des îles habitées par des peuples anthropophages. Quoi qu'il en soit, le navigateur demande à Éole de l'aider, mais le dieu, certainement vexé et en colère, refuse de les aider et il renvoie tout ce petit monde de là où il vient. Chez les Romains, Éole se retrouve dans l'Énéide, donc les récits qui sont autour du personnage de Énée. Et cette divinité interviendrait dans l'Énéide à la demande d'une autre divinité. Alors, soit c'était fait mention de Poséidon, soit fait mention de Junon. Dans tous les cas de figure, c'est l'un de ces deux-là. De déchaîner justement des vents assez pénibles lors du voyage de Énée justement en mer, afin de, on va dire, lui mettre quelques bâtons dans les roues
Et la récompense justement de cette fameuse mission, c'était la main d'une très belle nymphe, à savoir Déniope, qui devait épouser Éole. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? C'est que la figure d'Éole est une figure très peu connue de la mythologie grecque. C'est une personnalité qui, à part son rôle assez mineur dans l'Odyssée, on ne sait vraiment, comme je vous dis, pas grand-chose. On sait que c'est un dieu des vents, comme il y en a eu d'autres aussi chez les Grecs. On sait que c'est un dieu qui est lié à Poséidon, à la navigation, puisqu'on en fait aussi un dieu navigateur. La preuve étant avec la voile qu'on voit sur les bateaux, qui désigne à la fois son rôle en tant que dieu des vents, mais aussi d'une certaine manière son lien avec Poséidon. On pourrait se demander si Éole est peut-être pas plus lié à l'Italie qu'à la Grèce. La preuve étant, on retrouve justement du côté romain la mention d'Éole dans l'Énéide. Donc c'est un dieu qui, malgré le caractère mineur en fait de ce dernier, montre qu'en fait il s'est exporté un peu, on va dire, en dehors des murs de la Grèce, qu'il est connu dans, encore une fois, un récit d'un héros presque, on va dire, mythique, mythologique, un peu comme Ulysse, un peu ces héros presque fondateurs de la civilisation grecque pour Ulysse et romaine pour Énée, et Énée qui plus est un lien un peu entre la culture grecque et la culture romaine, puisque Énée est aussi fils d'Aphrodite. Donc ce n'est peut-être pas choquant en soi qu'on retrouve Éole dans les deux civilisations. C'est un dieu au final où, à part ses liens parentés avec Poséidon, ses enfants, sa femme, quelques petits épisodes, on ne sait pas au final grand chose de lui. Il n'a pas forcément de mythe, on va dire, qui lui est propre en dehors de ce que je viens de vous citer. Il n'a pas forcément un mythe en fait aussi, j'ai envie de dire, aussi poussé que pourrait avoir Zeus ou bien Poséidon. C'est une divinité qui est plus connue pour son caractère plutôt jovial, plutôt bonhotte, généreux, tout ça. Ça, on le retrouve par ailleurs également dans l'Odyssée, puisqu'il reçoit Ulysse et qu'il est ému par son récit. C'est une divinité qui est, je dirais pas proche des humains, mais qui est plutôt une divinité, on va dire presque abordable jusqu'à un certain moment. Mais c'est une divinité en fait où on voit d'aller un peu en dehors de Grèce. Peut-être, on pourrait presque se dire qu'il est un peu plus italien que grec, puisque on retrouve des mentions, comme je vous dis, dans l'Énéide, où il situe ces îles aux alentours de l'Italie que de la Grèce. Donc c'est vrai que c'est un questionnement qu'on pourrait avoir, c'est une interrogation qu'on pourrait avoir autour de la figure justement de Éole. Le culte d'Éole se retrouve tant en Grèce qu'en Italie du Sud. En Grèce, les prêtres sont alors nommés endormeurs des vents ou encore ceux qui apaisent les vents. Les premières traces de ces prêtres bien particuliers se retrouvent dès l'époque classique en Grèce, à Corinthe dans un premier temps, puis à Athènes dans un second temps. On dit de ces derniers qu'ils ont le pouvoir, entre guillemets, d'apaiser les vents, donc des pouvoirs surnaturels comme on peut en trouver dans d'autres civilisations et dans d'autres cultes. En Italie du Sud, dans les îles éoliennes à Lipari, le culte d'Éole est tout aussi, on va dire, mentionné parce qu'on a retrouvé justement par le biais de l'archéologie une espèce de langage propre justement à ce lieu, avec un langage composé un peu dans le même style que le latin, savoir une langue à déclinaison avec un génitif, un nominatif et tout ça. Donc en fait, on voit très bien que le culte de Éole était quand même présent, même si on n'a pas forcément autant d'informations qu'on le voudrait. À côté de cela, Éole est également peut-être plus une personnalité littéraire qu'une personnalité à proprement parler historique, puisque bon nombre d'auteurs, que ce soit Pausanias, Plutarque ou Timée ou encore Diodore de Sicile le mentionne, le dieu des vents et du moins l'épisode où le dieu des vents et Ulysse se rencontrent est extrêmement, on va dire, mentionné, voire récupéré, où certains s'en inspirent, on va dire, de façon assez prononcée. Dans cette inspiration, on peut noter par exemple le cas d'Empédocle qui, lui, par contre, crée une espèce, on va dire, de mythe autour de sa personne lui-même, puisqu'il se met dans la même position qu'un dieu. Il mentionne également le dieu Éole comme étant plus ou moins celui qui traque les mauvais génies ou l'empêcheur des vents, ou en fait tout un tas d'appellations. Donc l'œuvre de cet homme tourne autour un peu de Éole. Et il fait également mention dans les fonctions du dieu des vents, une espèce un peu d'observateur des activités volcaniques, puisque ce dernier est à la fois lié au vent, tant dans tout ce qui est dans le domaine agraire, puis ensuite
ensuite dans le domaine maritime avec les vents, etc., etc. Donc en fait, Éole a un peu cette espèce de casquette multiple que les auteurs grecs lui accordent, mais plus on va dire dans le domaine littéraire que dans le domaine proprement historique. Donc qu'est-ce qu'il faut en comprendre, c'est que les éléments en fait sur la personnalité d'Éole, ou du moins du culte d'Éole, sont déjà un peu disparates, mais surtout quand on regarde bien les domaines de recherche au niveau d'Éole, c'est plus en fait le domaine littéraire qui prend le dessus, plus que le domaine historique. C'est plus en fait l'épisode de l'aventure homérique de Ulysse, la rencontre entre Ulysse et Éole qui est mentionnée, mais sinon à part ça, on n'a pas forcément, on va dire, d'informations, du moins pas de ce que moi-même j'ai pu trouver, suffisamment probantes sur le culte de Éole. Il se peut que le culte d'Éole ressemble peut-être, à s'y méprendre, à ce qu'on pouvait trouver en Grèce, à savoir un système de célébration, de sacrifice, ce genre de choses. On peut tout aussi bien se poser la question. Donc il est vrai qu'il n'est pas toujours évident dans ce cadre-là de démêler ce qui pourrait relever plus du domaine littéraire que du domaine historique, surtout quand on aborde certains auteurs et où la clarté de certains articles de certains auteurs peut laisser un historien un peu, comment dire, dans l'interrogation, voire un peu dans un espèce de flou quant à ce qu'on peut en dégager ou ce qu'on peut éventuellement laisser. En conclusion, ce que nous pouvons dire sur Éole, c'est que c'est une divinité qui est assez difficile à cerner. En effet, comme vous l'avez vu dans la partie précédente, il est parfois difficile de démêler le sac de nœuds de ce qui peut relever de la littérature grecque et de ce qui peut relever en fait d'un contexte historique pur. On a clairement vu qu'il y avait un culte d'Éole, de ce soit en Grèce, mais aussi un peu en Italie. On a quelques éléments au travers des textes, moi, que j'ai pu trouver, des articles, mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment de texte à proprement parler sur les pratiques religieuses ou comment ça se passait. En fait, on pourrait limite supposer que ça se passait comme dans la plupart des cultes grecs de cette époque, voire même italiens, mais puis surtout grecs. Mais à part ça, on a très peu de notions, très peu de choses sur le culte en lui-même. On a bien entendu une richesse littéraire par rapport autour de la figure de Éole, notamment cette espèce de récupération de la partie en fait de l'Odyssée où Éole et Ulysse se rencontrent. Plusieurs auteurs ont écrit dessus, ont plus ou moins réinterprété les choses, l'ont soit, on va dire, renchéri, soit, on va dire, plus ou moins modifié d'une certaine manière, ont apporté certaines choses, comme par exemple le fait que l'outre était en matière animale, alors que ce n'est pas forcément fourni dans la plupart, du moins des sources que vous allez consulter. Donc, c'est vrai que il y a cette espèce un peu à la fois d'enrichissement et de sac de nœuds qu'il y a autour justement d'Éole. Et ce qui est le plus retenu, le plus mis en avant de ce que j'ai remarqué dans mes recherches, c'est justement le côté Éole dans la littérature, puisque le côté Éole Dieu. Alors oui, le côté Éole Dieu est présent, mais peut-être pas autant que la figure littéraire au sens, on va dire, homérique du terme. Et ce qui fait que par moments, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, ou du moins d'en démêler des choses, on va dire, que l'on cherche. Il a été très frustrant pour moi de ne pas trouver quelque chose sur le culte proprement dit d'Éole, ou alors il faut vraiment chercher dans les méandres de certains sites d'articles. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que ça pourrait être très intéressant, justement, à l'avenir, de creuser un peu plus cette notion-là. On a vu que dans les îles éoliennes, à Lipari, on retrouve un peu un équivalent d'une langue proche, on va dire du latin dans sa structure, avec des déclinaisons, ce genre de choses. Donc il prouve qu'il y avait une civilisation sur ces îles, puisque ces îles, en fait, il a été trouvé que ce sont des îles qui sont dans le sud de l'Italie. On a vu dans la première partie que c'était un peu des îles flottantes, plus ou moins imaginaires, ou du moins fantasmées. Et en réalité, ce sont des îles qui existent vraiment, sauf qu'elles sont plus du côté italien que du côté grec. Encore une fois, je souligne que il est fortement possible que la figure d'Éole en Grèce ait été ensuite amenée en Italie par le biais du commerce, des invasions, ce genre de choses. Donc il n'est pas, on va dire, bête de penser justement que cela peut venir justement de ce genre de contexte-là. Donc voilà par rapport à Éole ce qu'on peut en dire. Il est vrai que c'est assez peu, mais encore une fois, il faut démêler le côté un peu littéraire du côté historique, et par moments ce n'est pas toujours aisé de faire ça. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être incité à vous intéresser à la figure d'Éole. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify et TikTok où je publie une fois par mois en fin de mois. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.